Salut tout le monde. Avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Bullshit. Bullshit, c'est une application qui vous permet de booster un peu votre productivité et de devenir la version la plus moyenne de vous-même. Grâce à des exercices basés sur aucune étude scientifique et des outils visuels codés un peu trop rapidement, Bullshit vous permet dans le meilleur des cas d'avoir l'impression d'être plus efficace tous les jours. L'objectif numéro 1 de Bullshit, c'est de ramener un maximum d'utilisateurs pour être rentable le plus rapidement possible. Alors n'hésitez pas, foncez la télécharger et profitez de 1% de réduction avec le code impair. Ah, et puis faites gaffe, si vous êtes sur Android, faites pas la dernière mise à jour parce que sinon l'appli va bugger. What the fuck is this piece of shit? Je pense que tout le monde s'accordera pour dire que être honnête et dire toute la vérité, c'est un très mauvais moyen de vendre un produit. Donc accrochez-vous, là je vous lance une alerte incroyable pour le début de cette vidéo. La publicité vous ment. Blague à part, on le sait tous, hein. Pour vendre un produit, il faut bien sûr en vanter les mérites, quitte à les inventer, hein. Passer sous silence toutes les saloperies qui peuvent arriver de sa production à sa consommation finale, construire tout un storytelling autour, créer un nouveau besoin, enfin bref, en un mot, il faut faire du marketing. Mais le marketing, ça peut servir à beaucoup d'autres choses qu'à vendre des chaussures, des bagnoles ou des applis éclatées dont personne n'a besoin. Donc, comme vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, on va regarder comment les techniques de marketing sont aussi utilisées pour vous vendre les guerres les plus dégueulasses. America's pride, Europa's human freedom, no end point. To lead дальнейшее движение НАТО на восток. Great. Нельзя унижать народ, нацию. The world's a better place. Неприемлемо. What we can do now depends on us. Histoire de préciser les choses, je pars du principe que s'il y a besoin de faire du marketing pour vendre une guerre, c'est bien évidemment que cette guerre est invendable en étant honnête et en disant toute la vérité. Parce que faire ça sur une guerre récente, ça donnerait un truc du style... Chers compatriotes, j'ai décidé d'intervenir en Libye, parce que bon, hein, ça va bien hein, de vouloir être indépendant et de faire du socialisme dans son pays, mais bon, ça fout la merde pour le business. Franchement, quoi. Ou plus généralement, ce sera toujours sur la base de on va aller trucider des gens que vous connaissez pas et foutre un sacré bordel chez eux, et tout ça pour des intérêts purement matériels et politiques. Et vous savez quoi? C'est votre argent qui va le financer, et c'est vous et vos enfants qui allez vous faire buter pour ça. Nombre mourront de cruelles manières, mais c'est un sacrifice auquel je consens de bonne grâce. Voilà, maintenant que la base est posée, on voit bien pourquoi on a besoin d'un arsenal de propagande très sophistiqué pour faire passer la pilule. Et j'en profite pour faire quelques secondes d'odieuse propagande personnelle pour vous demander de vous abonner à la chaîne et de partager le contenu si ce dernier vous plaît et vous semble pertinent. Ça m'aidera vraiment à décoller. Sur ce, on peut passer aux techniques proprement dites. Ça, bien sûr, c'est la base. Pour vendre un produit, il faut d'abord créer toute une histoire autour. En 2003, on a 25 ans, et on se retrouve tous les deux dans une usine chinoise pour suivre un audit social d'une grande marque de mode. On a réalisé qu'il y avait un vrai problème. A woman running a marathon was crazy. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. L'histoire est là pour donner une cohérence au produit, pour lui façonner une place dans le monde et dans nos cerveaux, et surtout pour lui donner une identité qui dépasse sa seule fonction matérielle. Vous achetez pas une simple paire de chaussures de sport, non non, vous vous engagez dans la lutte écologique et sociale, ou vous soutenez le sport féminin. Bien sûr, on trouve une multitude de tropes narratifs dans le monde de la publicité. Mais en marketing de guerre, il y en a une poignée qui reviennent systématiquement. Le premier, et à mon sens peut-être le plus important, c'est celui de la défense d'une noble cause. Our goal is not the conquest of Iraq, it is the liberation of Kuwait, and let Iraq itself rejoin the family of peace-loving nations. Tous les Afghans, de tous les soldats américains, de tous les soldats français qui sont morts pour la liberté en Afghanistan, pour l'égalité des femmes et des hommes en Afghanistan. The peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. Nous intervenons en Libye, nous le faisons pour protéger la population civile de la folie meurtrière d'un régime. Alors là, vous pouvez faire vos courses, il y a du choix, hein. Libérer un peuple opprimé par son horrible tyran, apporter la démocratie, voler au secours d'un petit pays innocent, libérer les femmes. Moi, personnellement, je vous conseille Sauver la démocratie, en ce moment il est en promo. Alors, il y en a peut-être qui auront envie de me dire, oui d'accord, peut-être que dans ces guerres-là, il y avait des intérêts économiques et politiques, mais qu'on a aussi poursuivi des buts humanitaires. Bah ouais, ma foi, hein, faudrait aller demander aux Irakiens s'ils se sentent libérés dans un pays stable et prospère, ou aux Libyens, hein, s'ils sont contents de leur nouvelle démocratie. C'est non. Et je fais pas de cherry picking, hein. On aura le temps d'y revenir dans de nombreuses vidéos. Ces objectifs de guerre nobles et humanitaires affichés par la propagande ne sont bien sûr jamais recherchés, et donc jamais atteints.
en toute logique. Deuxième trope incontournable, la diabolisation de l'ennemi. Le raisonnement est assez simple, hein. Diaboliser l'ennemi, c'est nécessaire pour fabriquer un consentement massif à la guerre. Le petit problème, c'est que c'est quand même un peu compliqué de haïr tout un peuple. Donc on focalise tout sur la figure de son chef d'État. Là, ça devient beaucoup plus simple de créer un personnage odieux, et il faudra pas hésiter à en faire des caisses. Le but, c'est de peindre une figure parfaitement inhumaine, un genre d'incarnation du mal, et qui du coup sera bien sûr le seul responsable de la guerre. À la fin, il faut juste que sa photo en couverture d'un journal suffise à provoquer le dégoût, voire la haine des honnêtes citoyens. You hear people say, well, this man, President Milosevic, is the new Hitler. It's here, according to his mother, that the future dictatorial president of Iraq, Saddam Hussein, starts killing people before he's even born. Saddam's mother said that she was carrying Satan in her belly. Vous savez, Kadhafi est imprévisible, incohérent. L'un de ses ambassadeurs m'a dit un jour, et je le cite, vous savez, il s'adonne à la prise de certains produits qui font qu'il n'est lucide que quelques heures par jour. La Cour pénale internationale affirme que la Libye a distribué du Viagra aux soldats pour qu'ils violent les femmes. Et bien évidemment, encore une fois, la réalité derrière n'a aucune importance, hein. Et ce statut de nouvel Hitler, il peut être attribué du jour au lendemain, même à quelqu'un à qui on faisait encore des grands sourires la veille, hein. Et on a eu la même chose pour Saddam Hussein. Avant 1990, c'était un grand ami des États-Unis. Et oui, il avait déjà gazé des Kurdes et des Iraniens à ce moment-là. Bah, les erreurs de jeunesse, que voulez-vous. Mais dès qu'il se met à menacer du pétrole, magie de la propagande de guerre, on trouve notre Hitler de l'année. Tiens, ça c'est une petite manifestation intéressante des effets de la propagande. Aujourd'hui encore, juste le nom de Saddam Hussein, ça suffit à générer des frissons d'horreur chez les gens qui ont connu cette époque-là. Pourtant, ces mêmes gens, ils auront probablement pas cette même réaction épidermique s'ils entendent le nom de Mohamed Ben Salman. Il y en a peut-être même qui vont se demander qui c'est. Et pourtant, c'est bien le leader dictatorial du pays principal responsable d'une guerre que l'ONU a qualifié de pire crise humanitaire au monde. Bon, là j'ai évoqué des tropes narratifs classiques. Mais dans le storytelling de guerre, il y a aussi des thèmes à éviter à tout prix. Dans une pub pour Carrefour, Intermarché ou Casino, on vous dira jamais que le but principal de ces boîtes c'est de générer du profit. Non, non, bien sûr, leur but c'est de nourrir la population, de lui faire goûter à la qualité. Ils veulent limite se faire passer pour des ONG humanitaires les mecs. Et ben en marketing de guerre, c'est exactement pareil. Il est indispensable de laisser de côté les causes et les intérêts réels derrière le conflit. En plus, ça demande toujours des analyses un peu complexes et nuancées, et ça c'est pas très vendeur pour nos grands médias. Bah, du coup, ce genre de point de vue est jamais ou rarement mis en avant. Un autre aspect à oublier à tout prix, c'est l'historique du conflit. On va montrer que l'instant T qui nous arrange, en oubliant ou en détournant le contexte. C'est un peu comme si vous étiez surveillant dans une cour d'école, et que dans la cour de récré, vous voyez le petit Timothée frapper le petit Lucas. Si vous vous en tenez là, vous allez punir Timothée, et puis basta. Mais si on vous rapporte que Lucas est en fait un petit tyran qui a tabassé Timothée 3 fois pour lui voler son goûter, bon, ça devrait pas vous faire approuver les représailles pour autant, mais ça devrait quand même pas mal peser dans votre jugement de la situation. L'appel à l'émotion, c'est un immense classique en publicité comme en propagande de guerre. Dans notre cas, le but va être de susciter la colère et l'indignation contre le camp d'en face, ou bien l'admiration inconditionnelle pour le nôtre. C'est une technique extrêmement efficace, parce qu'une émotion forte, ça prend toute la place dans un cerveau, donc ça bloque complètement toute possibilité d'analyse calme et rationnelle. Et pour trouver de quoi manipuler les affects des gens, bah y a toujours rien de mieux que les mensonges, les infos fabriquées, ou comme on dit aujourd'hui, les fake news. Un cas qui reste encore emblématique aujourd'hui, c'est l'histoire des couveuses du Koweït, pendant la première guerre du Golfe en 1990. Les troupes irakiennes ont envahi le Koweït, et l'Occident, qui flippe pour son pétrole, appelle à une réponse militaire, pour laquelle il faut donc fabriquer un consentement des populations. Et là, devant une commission du Congrès des États-Unis le 14 octobre 1990, une jeune infirmière d'une maternité de Kuwait City fait un témoignage bouleversant. I volunteered at the Al-Adan Hospital with 12 other women. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. The witnesses, by providing to us eyewitness accounts, have done a great service to their country and to ours and to all countries of the world. Il y avait juste 2-3 petits détails qui allaient pas, hein. Bon, à 3 fois rien, hein, je chipote. 1. La jeune fille était autant infirmière que moi je suis chirurgien-dentiste. 2. C'était en fait la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Et 3. Le témoignage était entièrement faux. Et tout ça faisait partie d'une campagne de com menée par l'agence Hill & Knowlton pour le compte d'une association gérée par le gouvernement koweïtien. A great service to their country. Mais un autre moyen d'indigner les citoyens, c'est toute la culture de l'image choc qui peut faire le tour de la planète en quelques minutes. L'image en question, elle peut être fabriquée ou non, mais en tout cas, elle risque fort d'être trompeuse.
parce que l'idée c'est de la balancer comme ça en enlevant le contexte ou a priori en le détournant. Évidemment on peut trouver des milliers d'exemples de ça. En guise de cas d'école, on peut citer l'affaire des charniers de Timisoara en 1989, où les images de quelques cadavres avaient été manipulées pour faire croire à un massacre de masse. Ou de façon plus anecdotique entre guillemets, pendant la guerre d'Irak, le journaliste de guerre Jacques-Marie Bourget avait pris plusieurs photos de cadavres de civils irakiens suite à une attaque aérienne. L'une d'entre elles a été reprise par le journal américain Life, qui l'utilise en illustration d'un article anti-Saddam, sans prendre le temps de la contextualiser, et donc sans préciser que ces morts ont été à la suite d'une attaque aérienne de l'OTAN. Sur des civils, je rappelle. Et un petit dernier pour la route, avec ces images de civils syriens qui se font traiter en urgence suite à une attaque chimique. Des images qu'un journaliste de la BBC a démontrées comme étant une pure mise en scène, de A à Z. Je reviendrai en détail sur cette histoire parce que c'est vraiment hallucinant. Et si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je regarderai ça avec beaucoup d'attention. Donc, on a du storytelling bien ficelé, on a de l'émotion, mais pour renforcer encore l'engouement, il y a une technique très utilisée en marketing, enfin, du moins quand on peut se la payer. That is one dirty soda, Santa. Wow, that's like really good. Or was I just acting? There's so much that Turkey's doing, funding and helping these refugees, that no one else. But all of this good is undermined by the message being sent in Syria. That laws can be flouted, chemical weapons can be used, hospitals can be bombed, aid can be withheld, and civilians starved with impunity. Utiliser des figures populaires, ça a deux effets principaux très utiles. D'abord, ça permet de diffuser encore plus largement la narration du conflit qui a été construite, y compris auprès de gens qui s'y seraient peut-être pas intéressés autrement. Et ensuite, bien sûr, leur popularité est un énorme vecteur d'adhésion pour la cause qui est mise en avant. Le storytelling de guerre se retrouve associé en quelque sorte à telle ou telle personnalité, qui en devient un petit peu le porte-parole. On comprend bien qu'après ça, l'adhésion au discours vient assez naturellement à la plupart des gens qui apprécient la star en question. Bon, bien sûr, avec 2 secondes de recul, on se rend vite compte que c'est assez absurde, parce que perso, je vois pas ce que une personne qui n'a jamais enquêté, n'a jamais étudié le sujet, ou même foutu le moindre orteil sur le lieu des événements, aurait comme légitimité à nous informer. Bon, je cherche pas spécialement à blâmer les célébrités qui font ça, je pense que dans la majorité des cas, elles sont parfaitement ignorantes sur ce qu'elles communiquent, qu'elles font confiance aux gens qui les briefent, et qu'ensuite elles font leur job en croyant faire une bonne action. Mais du coup, si une figure que vous aimez bien, un chanteur, une actrice, un sportif ou que sais-je, se met à lancer ce genre de message publiquement, essayez de garder un peu la tête froide et de ne pas souscrire à tout ce qui est dit sur la seule foi de votre estime pour cette personne. Bon la technique simple, efficace, le bourrage de crâne. Mercurochrome, le pincement des héros. Mercurochrome, le pincement des héros. Je suis vraiment désolé. Bon, la version brute avec une séquence répétée en boucle comme ça, je pense que c'est plus trop utilisé en publicité, et je suis pas convaincu de l'efficacité réelle du truc. Aujourd'hui, la technique de répétition va plutôt consister à caser un slogan, un visuel, un son emblématique ou un logo sur plein de supports différents, et sur des temps assez courts pour qu'on ait cette petite rengaine qui nous rentre dans la tête. En marketing de guerre, l'objectif revient au même, mais le but, ça va plutôt être de saturer l'espace médiatique avec le seul point de vue qui nous arrange, pour éviter au maximum que d'autres discours puissent émerger. Concrètement, ça se traduit aussi par de la censure pure et simple de discours dissidents, ou même simplement plus nuancés. Par exemple, en 2014, Olivier Berruyer a publié sur son site Les Crises toute une flopée d'articles sur la situation en Ukraine, qui dénonçaient le traitement médiatique des événements là-bas, et qui proposaient des analyses alternatives. Bon avant ça, il était encore invité de temps en temps sur des plateaux télé, mais à partir de là, plus aucune apparition. Bon, bien sûr, ce filtre, il fonctionne pas non plus à 100%, et de temps en temps, une pensée alternative peut surgir même dans les médias mainstream. Mais ces cas-là, ils seront statistiquement minoritaires, donc pas du tout en mesure de faire évoluer durablement la réflexion auprès de la majorité de la population. Sans parler du fait que les personnes qui s'y collent s'exposent à un flot continu d'attaques et de dénigrement en tout genre. J'en reste là sur ce sujet, j'ai évidemment prévu d'en faire une vidéo dédiée, et même plusieurs en fait, et notamment pour analyser le nouveau rôle d'internet dans l'équation parce qu'il y a vraiment beaucoup à en dire. Et le résultat final, si on considère surtout les canaux d'information les plus mainstream, c'est un discours hégémonique qui occupe la quasi-totalité de l'espace médiatique. Et quand on connaît l'effet de vérité illusoire, qui nous fait paraître une information répétée comme plus vraisemblable, on comprend bien l'impact que cette technique peut avoir. Si vous êtes déjà tombé sur des sites de vente en ligne un peu douteux,
vous avez forcément déjà vu ce genre de page. Le coup de la promo en temps limité, c'est une technique assez triviale qui joue sur ce fameux biais cognitif qu'on appelle l'aversion à la perte. En gros, comme son nom l'indique assez bien, c'est cette peur de voir une belle opportunité nous passer entre les mains et qui peut donc nous faire agir sans réfléchir. La manipulation de ce biais va priver la victime du temps nécessaire pour se poser, pour comparer, pour réfléchir vraiment à son besoin, etc. etc. Si on attend trop, on va perdre tout l'argent qu'on pourrait économiser avec cette super offre. Et ben pour la guerre, même principe. Il suffit juste de remplacer la super promotion par le risque imminent de crimes de guerre. Si on n'agit pas tout de suite, c'est des milliers de gens qui vont se faire massacrer. Malheureusement, il faudra dans les heures qui viennent des frappes ciblées sur ces colonnes de chars qui sont en train d'arriver aux portes de Benghazi et qui s'apprêtent à y faire un carnage annoncé. There were then about 1,000 of our citizens on Grenada, concerned that they'd be harmed or held as hostages. I ordered a flotilla of ships, then on its way to Lebanon with Marines. Now they've started moving from village to village, shelling civilians and torching their houses. We've seen innocent people taken from their homes, forced to kneel in the dirt and sprayed with bullets. Et bien sûr, je vais pas oublier de préciser que ces exemples se sont tous révélés être de pures inventions. De toute façon, à partir du moment où un message vous prive du temps nécessaire à la réflexion pour un sujet aussi lourd que la guerre, c'est qu'il y a quand même un sérieux problème. Voilà pour ce très bref tour d'horizon du marketing de guerre. Alors je voulais aborder le sujet avec un format plus court et une forme plus légère, donc forcément je reste pas mal en surface pour le moment. En fait, il faut prendre cette vidéo comme une très courte intro à la propagande de guerre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de format. Et si vous voulez commencer à approfondir un petit peu ce sujet, je vous conseille vivement le petit bouquin de l'historienne Anne Morelli, Les 10 principes élémentaires de la propagande de guerre, sur lequel je me suis assez largement basé dans cette vidéo. Et je vais conclure avec un truc factuel à bien retenir. Toutes les guerres modernes prétendument humanitaires ont laissé les pays visés dans un état bien pire qu'au départ, voire carrément dévasté. Et donc aucune n'a atteint les beaux objectifs altruistes affichés par la propagande, puisque ces objectifs ne sont jamais recherchés. Donc, quand on essaie de vous vendre une guerre comme on vendrait un paquet de céréales, on arrive à un point où il y a quand même 2-3 questions à se poser. Et ces questions, on essaiera d'y apporter progressivement des éléments de réponse au fur et à mesure des vidéos. Et sur ce, à la prochaine. Woodrow Wilson had a problem. He was elected on a peace platform, but he was determined to get the United States into the war. So he had to find a way to turn a pacifist population into a raving anti-German fanatics. Le stade de foot n'était pas transformé en camp de concentration et qu'avant, Milosevic n'avait pas joué au football avec des têtes humaines.